Contes et légendes du pays d'Alsace, Émile Hinzelin, Les noces de Hans le Curieux. Vers le milieu du XVe siècle, par un beau matin de septembre, une noce défilait dans les rues de Mulhouse, près de la porte de Bâle. Le bon forgeron, Hans Müller, venait d'épouser son honnête voisine, Edith Schraum. Hans était sans parents. Edith n'avait plus qu'un vieil oncle, mais tous deux étaient si aimés qu'une foule de braves gens était venue à leur cortège. Ouvrier excellent, curieux de tous les arts, habile à tous les métiers, Hans Müller était prêt à rendre service. « Hans, mon fouet ne tourne plus. Hans, je ne sais pas ce que m'a cheminée. Hans, il y a quelque chose de dérangé dans l'engrenage de mon moulin. » Sans perdre une minute, Hans quittait son propre travail pour s'occuper de celui des autres. On le voyait arriver, grave et souriant à la fois, ce vaillant compagnon à la taille très haute et au visage très brun, aux yeux d'un bleu très clair, aux moustaches pendantes, aux mains rudes et qui savait toucher délicatement aux objets fragiles. À chaque chose, il semblait obstinément demander son secret pour s'en servir au plus grand bien de tous. Il avait voué à sa voisine Edith une tendresse profonde, faite d'estime, d'amitié et de reconnaissance. Sa présence lui procurait une tranquillité si parfaite, un repos si fier et si doux. Aussi bien, la digne fille avec son visage régulier, ses joues roses et ses magnifiques cheveux blonds bien serrés lui semblait belle entre toutes les femmes. Et la noce fut heureuse entre toutes les noces. Les bonnes gens suivaient allègrement un ménétrier qui, d'un archet léger, rythmait la cadence de leurs pas et le vol de leurs rêves. Comme il sied, la mariée avait le bonnet tout rehaussé d'argent, le corsage violet raidi de dentelle neuve, la jupe rouge aux nobles plis droits. Le marié, coiffé d'un tricorne noir, avait l'habit brun, la veste cramoisie, les hauts de chausses gris clair et les bas blancs. Le soleil, déjà éblouissant, ajoutait sa splendeur à tous les atours. Le vent qui soulevait des tourbillons de blanche poussière faisait cligner les yeux dans un perpétuel sourire. Les invités causaient gaiement entre eux. La mariée réfléchissait à tous les devoirs que lui imposait son bonheur. Quant au marié, dont certes le bonheur n'était pas moins vif, il ne laissait pas d'examiner suivant sa coutume tout ce que le hasard lui offrait d'intéressant. Au passage, d'un regard expérimenté, il fouillait jusqu'au fond des boutiques, des menuisiers et des ferronniers devant lesquels il avait trop rarement le loisir de passer. Tel objet exposé lui faisait dire « Voilà une belle pièce !» Parfois, devant tel appareil qu'il jugeait bien inventé et bien exécuté, il prononçait à mi-voix ces mots où se condensait toute son admiration « Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui ?» À l'étalage d'un armurier, une arbalète d'un nouveau système l'arrêta plus longuement. La crosse d'épaulement, le ressort d'une force et d'une solidité superbes, le point de mire si bien établi, tout le ravissait. Il quitta le bras de la mariée en s'écriant « C'est parfait cela, et ce sera toujours de mieux en mieux. Ah, que ne donnerais-je pas pour voir ce qui se fera à Mulhouse dans 500 ans ?» Oui, tel fut le vœu que formula Hans Müller le jour de ses noces. Il avait à peine formulé ce vœu qu'il disparut. « Hans ? Eh bien, Hans, où es-tu » ? Il était là tout à l'heure devant la boutique de cet armurier. Peut-être y est-il entré ? L'armurier n'a vu personne entrer chez lui. Il est entré dans une autre maison, attendons-le. La mariée avait d'abord rassuré tout le monde, étant si sûre de son mari, mais peu à peu elle se troubla. Les couleurs de ses joues s'éteignirent. Pâle et frissonnante, elle répétait « Cherchez-le, je vous en supplie !» Les gens du guet furent avertis et se mirent en campagne. Le bourgmestre lui-même, prenant en pitié ses braves artisans, se saisit de l'affaire et examina successivement les hypothèses. Fugue, accident, enlèvement, hypothèses sans fondement, recherche sans résultat. Du bon forgeron Hans Müller, plus de nouvelles. Un pauvre homme qui disparaît dans une cité et on dirait qu'il est tombé dans un large fleuve impétueux et profond. C'est d'abord un jaillissement de tumulte, puis un remous violent, puis une agitation confuse, enfin une vague ondulation qui va mourir au loin, mollement.
5 siècles après, le 24 septembre, un peu avant midi, il avait plu à Mulhouse, triompha l'averse d'Alsace. Sur les toits amplement lavés, sur les pavés bleuis et nets, l'eau du ciel avait retenti tout à son aise, drue et rebondissant à souhait. Cette averse finie, les passants, en fermant leur parapluie qui ruisselait, virent avec surprise, vers la porte de Bâle, au milieu de la rue, un homme vêtu d'un habit brun, d'un gilet cramoisi et de haut de choses gris clair, dont les bas blancs n'avaient pas une éclaboussure. Mieux encore, le tricorne qui le coiffait était couvert d'une fine couche de poussière blanche où pas une goutte d'eau n'avait marqué. En vérité, pouvaient-ils savoir ces passants que c'était la poussière et non la pluie qui remplissait les rues de Mulhouse 5 siècles auparavant, jour pour jour, heure pour heure? Du costume que portait l'homme, les passants étaient moins surpris que de sa poussière. Ils se disaient « C'est quelque paysan d'un village lointain où l'on garde les vieilles traditions. Il vient sans doute à Mulhouse pour la première fois. Son air émerveillé fait plaisir à voir. » Étourdi plus encore qu'émerveillé, l'homme allait à tout petits pas, hésitant, les yeux tout grands ouverts. Comme il s'était endormi sous une pensée de curiosité, d'ailleurs fort déplacée, le jour de ses noces, il se réveillait dominé par cette même pensée, après un sommeil terriblement long. Il regardait les magasins qui, derrière leurs vitres immenses, lui présentaient les merveilles de l'industrie moderne. Chez les taillandiers, les ferblantiers, les mécaniciens, les électriciens, ce n'étaient qu'instruments et machines énigmatiques. Les titres même qu'arboraient les enseignes avaient quelque chose de mystérieux. Que pouvaient contenir les gigantesques bocaux bleus et rouges de ce pharmacien? Que cachaient les boîtes et les grès odorants de ce marchand de tabac? À quoi pouvaient servir les doubles tubes d'acier alignés chez cet armurier, au lieu des épieux, des javelots, des arcs, de cette arbalète qu'avait tant admiré Hans Müller? Une seule boutique lui sembla familière, la boucherie, où pendaient des quartiers de bœufs et de moutons entiers. Encore, certaines parures fleuries dont les viandes étaient ornées l'étonnèrent-elles un peu. « C'est donc fête maintenant, se dit-il, pour tout le monde et en tout. » Les magasins des modistes et des couturières, des tailleurs et des cordonniers, des verriers et des céramistes, surtout les prestigieux bazars aux 1000 brimborions bariolés, lui apparaissaient comme les palais d'un féerique carnaval. Ébloui, accablé, il se dirigea instinctivement vers sa maison du faubourg. Il avait distingué çà et là, parmi les constructions demeurées, quelques restes de l'ancien château fort, par exemple la tour du diable, la tour voisine de l'abattoir, Sauturne. Mais sa maison, il ne la trouva plus. Elle était noyée, absorbée, anéantie dans le flot des bâtisses neuves. À l'endroit de son emplacement, Hans demanda quelques renseignements. On comprit mal sa question. Il comprit mal encore plus la réponse. Un enfant qui l'observait dit à mi-voix « D'où sort-il celui-là » Étranger dans sa ville natale, le revenant marcha au hasard vers la campagne, avec l'espoir d'y trouver assez de calme pour se ressaisir. Au bras de l'île qui se divise en entrant dans la ville, s'était rajouté un cours d'eau extraordinairement droit, d'une régulière profondeur, et qui s'élargissait en un vaste bassin entouré de larges quais. Il s'arrêta près d'un pêcheur dont les engins lui parurent admirables. Ce pêcheur, flatté de cette admiration, le laissa toucher à ses lignes transparentes comme l'eau à ses hameçons fins comme le fil de la Vierge. « Vous devez prendre autant de poissons que vous voulez ?»« Oh !» dit le pêcheur, « les poissons deviennent de plus en plus méfiants. » Une détonation retentit. Un homme venait de tirer sur une buse qui décrivait des cercles menaçants au-dessus de sa basse-cour. « C'est sans doute, pensa le bon forgeron, une arbalète perfectionnée qui fait ce bruit. » Non moins complaisant que le pêcheur, le chasseur expliqua le mécanisme de son arme, la mit entre les mains de l'amateur inconnu et l'invita à l'essayer sur une cible. Hans Müller avait l'œil juste. Son premier coup fut un coup de maître. Comme le chasseur le félicitait, il dit,
en se frottant tour à tour l'épaule froissée et l'oreille bourgeonnante. « Pourquoi votre buse n'est-elle pas tombée ? Elle était trop loin. Voyez-vous, les bêtes connaissent aussi bien que nous la portée de nos fusils. Elles se tiennent à distance respectueuse. » Tout pensif, Hans Müller revint vers la ville. Il fit halte devant une grande maison aux larges vitres à travers lesquelles apparaissaient des ouvriers penchés sur d'innombrables fils tendus horizontalement. Tout glissait, tournait, vibrait, bourdonnait, haletait, comme sous l'action d'une âme infatigable et forcenée. Fasciné, Hans Müller était entré sous une sorte de hangar et tâtait un de ces brillants tissus qui, à profusion, sortaient des machines. « Bon, pensait-il, cela est fait en un instant, mais ça doit s'user de même. » Son regard s'arrêta sur l'habit d'étoffe si solide qui lui venait de son père et qu'il espérait bien léguer à un fils né de lui. Cette réflexion faite, un grand trouble s'empara de lui. La mémoire lui revenait peu à peu. Pour le distraire, il fallut l'arrivée grondante, grinçante et trépidante d'une file de voitures sans chevaux, roulant avec une rapidité fantastique sous un panache de fumée. Une foule de gens descendait de ces voitures. Parmi eux se trouvait un gros homme réjoui qui, avisant l'étrange compagnon, lui dit en manière de plaisanterie « Eh ben, mon vieux, mardi gras, vous attendez le train ?»« De quel train me parlez-vous ?» répondit le forgeron en fronçant le sourcil. « Ne vous fâchez pas, c'est pas ma faute à moi si vous tombez de la lune. »« Le train ?» répétait Hans avec étonnement. « Bon, s'écria l'homme réjoui. Vous voyez, un chemin de fer pour la première fois. Moi, j'ai toujours eu envie de voir un homme dans ce cas-là. Ah, si les gens d'il y a seulement un siècle pouvaient revenir sur Terre, de quels yeux ils regarderaient un véhicule qui vous abat ses 12 lieues à l'heure? Rien de tel pour faire marcher les affaires. »« Tout le monde peut monter dans ces voitures-là » questionna Hans le curieux. « Tout le monde. Il suffit d'avoir un porte-monnaie, tant soit peu garni. Le juif errant, pour ses 5 sous d'or, ferait sa lieue par jour en se reposant. » « Alors, puisque c'est une commodité pour tout le monde, ce n'est un avantage pour personne. Quelle singulière façon d'envisager les choses. Tenez, je suis sûr que le télégraphe ne vous plaît pas plus que l'express. »« Qu'appelez-vous le télégraphe ?»« Homme antique, comme j'ai encore 5 minutes de loisir avant le départ du train pour Paris, je vais vous initier à une de ces plus miraculeuses inventions de notre glorieuse époque. » Hans Müller comprit-il les explications ? En contemplant les poteaux et les fils, il hochait la tête. « J'ai idée, disait-il, que les messagers transmettent plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Oh, allons, vos idées ne sont pas plus à la mode que votre costume. Changez-en vite, croyez-moi. Soyons de notre temps, morbleu. Mon cher, tenons-nous en joie. » L'homme réjoui serra la main de l'homme triste et sauta dans son train en riant. Hans suivit des yeux le train express jusqu'à une courbe de la voie. Plus seul encore, il se remit en marche à l'aventure. Tout à coup, en apercevant par une fenêtre ouverte des gens attablés devant une soupière fumante, il sentit qu'il avait faim. Il s'assura que sa bourse, assez bien garnie suivant l'expression du voyageur, était toujours dans sa poche, et il chercha une hôtellerie à sa convenance. Ce n'était pas chose facile à trouver. Non certes que la ville de Mulhouse manqua d'établissements où l'on vendit à manger et à boire, mais tables de marbre précieux et nappes blanches comme la neige, vaisselle éblouissante et fleurs multicolores, tout lui faisait peur. Enfin, dans une rue étroite, non loin de l'hôtel de ville, il découvrit une toute petite auberge dont les vieilles tables de bois et la vieille hôtesse aux cheveux gris ne l'intimidèrent pas trop. « Voulez-vous, madame, dit-il, me servir un peu de pain, de fromage et de vin ?» Et puis tout de suite il ajouta en montrant sa bourse « J'ai de quoi ?» L'hôtesse regarda les yeux francs et la loyale figure de son étrange client. « On connaît son monde !» répondit-elle en souriant. Après avoir avalé une bouchée de pain et une gorgée de vin, le forgeron rallia ses souvenirs et reprit conscience de lui-même. Ainsi, osant faire à ce que raconte le bon poète Homère, les pauvres ombres des morts retrouvent la mémoire quand elles ont bu un peu de sang. Hans Müller revit son cortège nuptial défilant dans les rues de Mulhouse. Il revit surtout la charmante Edith Schraum, son épouse légitime, depuis 500 ans et quelques heures. Maintenant, se dit-il, je vais me mettre à la recherche. Comment n'y ai-je pas pensé tout de suite ?
Que de temps j'ai perdu !» Hélas, il ne croyait pas si bien dire. « Payez-vous, madame, s'il vous plaît ?» L'hôtesse prit la pièce présentée, la fit sonner, l'examina longuement et la lui rendit en disant « C'est une pièce de bon argent, mais elle ne doit pas avoir cours. Je n'en ai jamais vu de pareille. N'en avez-vous pas une autre ?» Hans Müller en avait d'autres, mais tout aussi inconnues à l'hôtesse. Comme l'hôte demeurait embarrassé et songeur, elle lui dit avec cette obligeance des humbles qui est d'une si haute et si touchante sympathie: « Vous ne connaissez pas l'adresse d'un changeur ? Eh bien, confiez votre pièce à la servante, elle vous rapportera de la monnaie. » La servante revint. « Voici les pièces. Le changeur a répondu qu'elles étaient très anciennes et qu'il fallait s'adresser à un antiquaire ou à un bijoutier. » Hans Müller baissa la tête. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mais c'est tout simple !» s'écria la vieille hôtesse. « Seulement, vous devez faire vous-même cette petite opération. Tenez, il y a un antiquaire tout près, dans cette rue-ci à gauche. Gardez cette pièce en gage, du moins, madame. Ai-je besoin d'un gage pour quelques sous de dépenses ? Je vous en prie. » L'antiquaire assujettit sur ses yeux ses meilleurs besicles. « Oh !» fit-il. « Cela ne manque pas de quelque intérêt. Pas très rares sans doute vos pièces, mais très bien conservées. Trouvées dans quelque poterie, n'est-ce pas ? Elles ont dû être enfermées presque toutes neuves. Il est possible de nous entendre si vous n'êtes pas trop exigeant. Et d'abord, j'ai besoin de savoir, pour la bonne règle, si vous avez des papiers. » « Des papiers ? Oui, la moindre des choses, une quittance de loyer, un permis de chasse, une carte d'électeur. » La plupart de ces mots ne représentaient absolument rien dans l'esprit du forgeron. Le mot électeur évoquait uniquement l'idée des principes qui nomment le chef du Saint-Empire germanique. « Il vous est possible de trouver un papier quelconque qui justifie de votre identité. Le mieux pour vous, c'est d'aller de ce pas à l'hôtel de ville. On vous donnera tous les renseignements que vous souhaiterez. »« J'y vais, » dit Hans Müller. Songeant aux renseignements qu'il souhaitait avec tant d'ardeur, il arriva presque en courant devant l'hôtel de ville. Cependant, il n'y entra pas tout de suite. Il était obsédé par toutes sortes de doutes et d'appréhensions. D'ailleurs, cet hôtel de ville le frappait d'un étonnement spécial et véritablement indéfinissable. Il le reconnaissait sans le reconnaître. En son naïf langage, il se disait « c'est cela et ce n'est pas cela ». Entre nous, l'édifice que Hans connaissait avait été détruit partiellement par un incendie en 1551, puis reconstruit presque immédiatement dans les mêmes proportions et les mêmes formes. Voilà les 3 étages, se disait Hans. La grande toiture, le bel escalier de pierre à double rampe accolé à la façade sous son cher auvent de tuiles. Quel plaisir de contempler en haut du perron le baldaquin en pierre avec l'horloge reposant sur des colonnettes jolies, d'interroger les pignons élevés des 2 côtés en gracieuses volutes et couronnés par un tympan en demi-cercle. Il vit, attachée à la façade du côté de l'ouest, une figure de pierre qui amena sur ses lèvres un sourire, le premier depuis quelques heures, et tant de siècles. Cette figure de pierre, à peine dégrossie, roulant de gros yeux blancs et tendant une langue longue, porte une solide chaîne de fer fixée à de larges oreilles. C'est, s'il vous plaît, le Klapperstein, entendez, la pierre des bavards. On la suspendait au cou des commères dont le bavardage avait été malfaisant, et on les forçait à faire avec ce digne ornement le tour de la ville. Le sourire du forgeron se mouilla de larmes. Il se souvenait que par badinage, quand la bonne Edith Schraum, sa fiancée, lui racontait quelques nouvelles avec trop de complaisance, il feignait de lui passer autour du cou certains colliers de pois. « Où est la bonne Edith, sa femme ?»« Je le saurai tout à l'heure. » N'était-ce pas pour être documenté qu'il s'était hâté d'accourir devant le seul édifice qui lui fit évoquer des souvenirs ? Et voilà que son esprit curieux s'était remis à divaguer, au rebours de ses habitudes passées, toutefois. Mais soudain, le rappel de sa compagne prima tout autre besoin de savoir. Le cœur battant, Hans se précipita dans le grand escalier. Les 24 marches lui semblent innombrables, et il eût voulu qu'elles fussent vraiment sans fin. Il demeure quelques minutes, tout interdit, dans un large vestibule.
Un employé chargé de papier, le frôlant au passage, lui demanda sans le regarder « Que désirez-vous, monsieur ?» La phrase que le bon forgeron avait forgée en prévision de cette question glissa misérablement de sa mémoire. Il balbutia, dans son langage du temps jadis. « Je voudrais savoir où est ma femme. »« Où l'avez-vous perdue ?»« Tout près d'ici, vers la porte de Bâle. »« Et quand l'avez-vous perdue vers la porte de Bâle ?»« Le matin de nos noces. »« Ce matin ? » ?»« Je ne sais pas. »« Vous ne savez pas la date de votre mariage ?»« Je la sais parfaitement, monsieur. C'est le 24 septembre 1451. »« Quelle date dites-vous là ?» s'écria l'employé de l'hôtel de ville en examinant son interlocuteur en costume hétéroclite. Le forgeron répéta « Le 24 septembre 1451. »« Vous en êtes tout à fait sûr ?» murmura l'employé d'une voix soudain radoucie. « Tout à fait sûr. En ce cas, on retrouvera votre femme. »« Comment ? Cette date suffira ?»« Si elle suffira, n'en doutez pas. Donnez-vous la peine d'entrer ici et prenez patience pendant 1 minute. » Tout va bien, pensait Hans Müller. On a donc pu trouver des gens, des moyens extraordinaires. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui ? Venez, cher monsieur, dirent d'une commune voix 2 nouveaux venus en uniforme bleu. Nous allons aller en voiture à la recherche de votre femme. À quoi bon une voiture ? Disait modestement Hans Müller. Il n'est jamais mauvais d'aller vite en besogne. La voiture s'arrêta devant une haute maison. Hans Müller fut introduit dans une chambre, blanchie aux murs tout nus. Un homme vint, entouré de serviteurs, qui lui dit d'une voix paternelle « Remettez-vous, mon bon ami, confiez-moi ce qui vous préoccupe. » Le plus clairement possible, le bon forgeron raconta sa promenade nuptiale dans les rues de Mulhouse, et comment, après une interruption inexplicable pour lui, il s'était retrouvé à la même place, mais au milieu de choses et de gens singulièrement modifiés. Ce qu'il voulait, avant tout, c'était retrouver sa femme. Il apercevait seulement combien l'amitié d'Édith lui était nécessaire. « C'est un sentiment bien humain, mon ami, mais il me semble que vous avez commis une erreur en indiquant à l'hôtel de ville la date de votre mariage. »« J'ai bien dit, 24 septembre 1451. »« Vous voulez dire 1951 ?»« Non, ce n'est pas cela que je veux dire. N'insistons pas. Vous habitez un village éloigné et vous venez à Mulhouse pour la première fois. J'habite Mulhouse depuis ma naissance. Vous avez encore vos parents ? Je ne les ai plus. À quelle époque est mort votre père ? Il y a 10 ans, c'est-à-dire en 1941. Pourquoi vous moquez-vous ? C'est en 1441, janvier 1441, que mon père est mort. Votre père était souvent malade ? Il a été tué d'un coup de pied de cheval. Il était forgeron, comme moi. Sans doute comme vous, il buvait un peu d'alcool. Je ne connais pas cela, s'écria Hans Müller. Puis après quelques moments de silence, il reprit avec une affreuse tristesse, mais sans hésitation. Je comprends. Vous êtes médecin et vous me croyez malade, fou peut-être. Est-il possible d'être plus malheureux que moi ? Le docteur Lalande, que le forgeron avait en face de lui, était jeune encore, mais ses cheveux blanchis donnaient à son front beaucoup de douceur. Son esprit toujours exact et logique semblait né pour les mathématiques plutôt que pour la médecine. Le problème posé l'intéressait. Il renvoya les garçons de l'hospice et, prenant Hans Müller par le bras d'un geste amical, le conduisit dans son cabinet. « Asseyez-vous, dit-il, en avançant un fauteuil. Nous serons mieux ici pour causer à cœur ouvert. » Négligemment, ayant ouvert un album où se trouvait un portrait de Napoléon Ier, le docteur le montra au forgeron. « Vous connaissez du moins cette figure-là » Hans Müller regarda la figure, épela le nom et secoua la tête. Le docteur Lalande murmura « Ne connaître chez vous ni l'alcool ni Napoléon Ier ? Si c'est vrai, voilà un homme mal renseigné. » Pendant de longues heures, dans une causerie sincèrement cordiale mais toujours habilement dirigée, il fit conter sa vie à Hans Müller, non sans lui tendre toutes sortes de pièges. Rien ne l'éclaira sur la solution du problème. « Voulez-vous me permettre d'écrire quelques mots ?» Brisé de fatigue et d'émotion, Hans Müller s'inclina.
Le docteur courbait sur son papier, rédigeait de son écriture nette et fine, une lettre pour son ami Gunning, l'éminent historien de Mulhouse. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.